Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à ce premier app, donc retour aux bases. Ça se veut un petit peu un épisode là, pour reprendre, comme ça le dit, un petit peu la base, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Autant les étudiants que les résidents, que les patrons qui ont déjà beaucoup d'expérience, mais qui veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire. Le but étant vraiment que tout le monde apprenne au moins une affaire aujourd'hui. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques, BCCP. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en réanimation, à l'urgence, aux soins intensifs et tout ce qui touche les soins critiques. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ariane Larreau. Salut Ariane! Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui. Donc, je m'appelle Ariane Larreau. Moi, je suis pharmacienne à Santa Cabrini. Je travaille aux soins intensifs et en médecine interne. Donc, Santa Cabrini se trouve dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, je suis bien contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'analgésie. On s'entend que c'est un sujet qui est quand même super important aux soins intensifs. Donc, justement, pourquoi il faut parler d'analgésie aux soins, Mathieu? Ben, c'est quand même important, hein, l'analgésie, parce que veut pas, les soins intensifs, c'est un environnement qui est douloureux. Hein. C'est plus de 50% des patients qui vont avoir de la douleur. Et on sait que le patient qui a de la douleur, si on ne la traite pas, à court terme, tu as des problèmes de métabolisme, hein, ça va augmenter son métabolisme, sa dépense énergétique, ça va augmenter l'agitation, on va augmenter le risque de délirium, puis il y a même des données qui diraient que peut-être que ça on aurait une influence sur le système immunitaire. Donc, le fait de ne pas la traiter nous immunosupprimerait, si on veut, un petit peu. Puis à long terme, ça peut contribuer à créer le syndrome de stress post-traumatique ou de plus en plus, on en parle dans la littérature, le syndrome post-intensive care. Désolé de l'anglicisme. Mais c'est un syndrome qu'il va falloir prendre très au sérieux de plus en plus et ça commence par l'analgésie. OK. Donc, il y a des conséquences dans la phase aiguë, mais il y aurait aussi probablement des conséquences dans la phase tardive, si on veut, ou quand les patients ont congé à domicile ou à l'étage. C'est ça? Oui. OK. Donc, dans le fond, est-ce qu'il y a, une façon simple de détecter la douleur aux soins intensifs? Comment je peux faire pour savoir qui présente la douleur, surtout chez nos patients qui souvent sont aussi sédationnés? On aurait tendance à se fier sur les signes vitaux. Hein. Notre patient est tachycarde ou il est hypertendu, ça voudrait dire qu'il y a de la douleur. Mais il faut faire attention parce que les signes vitaux sont peu fiables pour nous dire s'il y a de la douleur ou non. Ce que les signes vitaux peuvent nous donner comme information, par exemple, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ça nécessite une évaluation plus poussée de la présence de douleur chez le patient. Est-ce qu'il y a une échelle qui existe pour évaluer ça? C'est sûr qu'il y a 2 échelles qui sont validées dans la littérature. Mais avant d'utiliser ces échelles-là, si le patient est en mesure de décrire sa douleur, c'est toujours ça qu'on va privilégier. Hein? L'échelle numérique de 0 à 10. C'est sûr que là, tu vas me dire que le patient qui est intubé, sédationné, bon, il est peut-être moins dans la possibilité de nous le décrire. Mais pour ces patients-là, on a 2 échelles. Il y a le Behavior Pain Scale, qui est le BPS, et on a le Critical Care Pain Observation Tool, le CPOT, qui est également validé pour les soins intensifs. Il est validé aussi en chirurgicaux, en trauma, et si je ne m'abuse, il est validé aussi pour le délirium ou sur le point là, de l'être, ainsi que les traumas crâniens. Donc, c'est vraiment une échelle à favoriser, ou le BPS également. Là, les 2, selon les lignes directrices, sont à favoriser. À noter que le CPOT a été développé par l'équipe du Dr Céline Gélina, avec qui on a eu la chance de discuter lors de l'épisode numéro 4 sur l'évaluation de la douleur, l'analgésie et de l'échelle CPOT. Donc, on va vous référer à cet épisode pour plus d'informations. Donc, bref, pour faire un résumé sur le CPOT, c'est une échelle qui va de 0 à 8, qui va nous donner un score sur la douleur. Ça tient compte autant de l'expression faciale que les mouvements du patient. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'échelle n'est pas directement proportionnelle à une échelle numérique. Donc, un 4 sur 8 du CPOT n'est pas nécessairement équivalent à un 5 sur 10 sur l'échelle numérique. Super. Puis aussi, juste fait à noter, si vous avez une application sur votre téléphone, comme le Medcalc, par exemple, le CPOT se trouve sur ces applications-là. Donc, des fois, les médecins ou les infirmières ne connaissent pas tous cette échelle-là. Donc, vous pouvez les référer à un outil comme celui-là. Donc, tout le monde peut avoir un peu accès à qu'est-ce que représente un score de 2, par exemple. Donc, dans le fond, si j'ai évalué mon patient, puis effectivement, il semble démontrer qu'il a de la douleur, c'est quoi nos options de traitement? Comment on peut soulager nos patients aux soins intensifs?
Ouais, c'est sûr que la première ligne de traitement à laquelle on pense, hein, c'est les opioïdes. Que ce soit le fentanyl, la morphine ou l'hydromorphone, le dilodide. Peu importe l'opioïde qu'on va prendre, c'est une ligne de traitement qui est intéressante. On va privilégier le fentanyl parce qu'il y a une demi-vie plus courte. Malgré ça, il peut quand même s'accumuler. Donc, il faut faire attention quand on le met en perfusion continue. Il faut faire attention à nos doses. Et il y a des interactions parce que ça passe par le cytochrome 3 à 4. Hein. Donc, il y a beaucoup d'interactions qui peuvent faire monter les concentrations de fentanyl. Il faut juste l'ajuster en conséquence. Il faut être conscient de l'interaction. C'est ça. C'est pas nécessairement une contre-indication, c'est juste qu'il faut porter attention parce que ça peut modifier nos doses qu'on peut avoir à utiliser. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres risques associés à l'utilisation du fentanyl? Ben, comme tous les opioïdes, hein, ça peut ralentir le tube digestif. Hein? Donc, qui dit diminution du tube digestif dit constipation, iléus. Ouais. C'est quand même drôle parce qu'on a tendance à plus ou moins s'en soucier aux soins, puis parce que c'est pas comment on pourrait dire, c'est pas le problème de santé principal, mais il faut quand même le garder en tête, hein, parce que j'en ai eu un cas. L'iléus était tellement important que ça a fait augmenter la pression intra-abdominale au point que ça a comprimé l'artère rénale. Donc, le patient est tombé en insuffisance rénale aiguë suite à une augmentation de la pression intra-abdominale. Donc, c'était vraiment la première fois que je traitais un IRA à coup de laxadé puis de laxatif. Et on a même donné de la naltrexone chez cette patiente-là là, pour contrecarrer les effets opioïdes, là. C'est ça, des fois, il faut faire attention, on veut soulager nos patients, on veut aider nos patients, mais des fois, on leur crée des problèmes par la suite, là. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'il y aurait moyen, je sais pas, quelque chose à faire pour prévenir ça? Ouais, ben dans le fond, il y a quelque chose de vraiment simple, là, à moins d'une contre-indication franche, là. Le traitement de base serait de mettre une prophylaxie osmotique, là, comme le PEG, communément appelé là, le Laxadé ou Restoralax, là, peu importe ce qu'il y a au formulaire de l'hôpital, qui est dans le fond, tu le mets une fois par jour, régulier, jusqu'à temps que tu as des selles, puis après ça, tu le mets au besoin, s'il n'y a pas eu de selles dans la journée, tu la donnes. C'est à moins de contre-indication, là, c'est vraiment, je pense, ça devrait faire partie d'une ordonnance d'admission. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres risques comme, en fait, je pense qu'on va en reparler probablement un autre balado, là, mais il y a un risque de charge sérotoninergique aussi avec le fentanyl qui est des fois oublié. Je sais pas si tu as des petits conseils à nous donner à ce niveau-là. Ouais, ben le fentanyl, il faut garder en tête, hein, c'est un ISRS caché. Donc, faut le garder dans notre évaluation de la charge sérotoninergique du patient. Puis comme tu l'as dit, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je pense qu'on pourrait faire un épisode au complet sur le syndrome sérotoninergique dans le futur. Mais juste pour le fentanyl, faut que nos auditeurs pensent à la charge que ça peut amener. Fait que tu sais, là, tu as un patient qui est sur Valenfaxine, tu sais, qui est officiellement classé en ISRN, mais qui est très ISRS, donc c'est très sélectif de la sérotonine. Tu as un patient qui tombe en IRA, donc qui va monter ses concentrations de Valenfaxine. Tu lui mets du fentanyl que tu vas titrer assez rapidement pour l'analgésie, ce qui est adéquat. Mais pense-y, là, est-ce que tu titres de la Valenfaxine ou bien du citalopram à toutes les 15-20 minutes? Ouais. Non, hein? Non, là, c'est fait que, tu sais, ça fait que les concentrations de sérotonine vont monter énormément rapidement dans le cerveau et ça peut contribuer à de l'agitation ou au délirium. Il y a des auteurs qui disent que même jusqu'à 20% des déliriums de soins intensifs pourraient être dus à une toxicité à la sérotonine. Ouais. Je suis pas sûr que j'irais jusqu'à dire que 20% des déliriums sont ça, là. Mais il faut le garder en tête. Surtout si en plus on rajoute d'autres classes qui jouent sur la sérotonine. Ouais, Maxeran, exact. Le Maxeran ou le linezolide qui est un IMAO, parce qu'il faut se rappeler que le linezolide a été développé à la base comme un antidépresseur. Mais là, si dans le fond, on voulait prévenir cet événement-là, par quoi est-ce qu'on peut remplacer notre fentanyl? Est-ce qu'on a d'autres options comme analgésique? Oui, ben tu sais, on peut y aller avec le dilodide ou la morphine également. C'est deux opioïdes qui n'ont pas de charge sérotoninergique. Okay. Moi, j'aurais tendance à aller avec le dilodide, là, dépendamment s'il y a une insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique, là, vu qu'il peut être un petit peu plus hydrophile et moins de toxicité que la morphine. Oui, aussi la morphine, des fois, il y a l'hypotension avec le relâchement d'histamine. Exactement. Mais, OK, fait que c'est des bonnes alternatives. Est-ce que on a d'autres risques avec le fentanyl? Si je pense à nos patients qui sont sur des grosses doses, quand même, des perfusions en continu depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut surveiller? Oui, bien,
Tu sais, la première chose à surveiller, c'est l'hyperalgésie qui peut se produire. On le sait que les opioïdes, plus on va utiliser des doses élevées, plus il va y avoir l'effet inverse qui va se produire éventuellement. Ouais, en fait, même qu'il y a eu... j'avais lu une petite étude randomisée là-dessus, mais en fait, c'est très petit. Là, il n'y avait pas beaucoup de patients, mais des gens qui étaient naïfs aux opioïdes, ce qui arrive quand même souvent aux soins intensifs. Nos patients, c'est pas tous des gens qui ont reçu là, des opioïdes par le passé, puis on leur commence des perfusions de fentanyl. Ça représente quand même des bonnes doses d'opioïdes. Puis les patients qui étaient naïfs aux opioïdes avaient tendance à développer davantage d'hyperalgésie que les patients qui avaient déjà reçu des opioïdes par le passé. Donc, c'est quand même un concept qu'il faut garder en tête, surtout si on a tendance, on voit que le patient n'est pas soulagé malgré une perfusion de fentanyl, on fait juste l'augmenter. Il faut peut-être se garder ça en tête, là, que peut-être ce patient-là est en train de développer un phénomène d'hyperalgésie. Il faudrait plutôt réduire nos doses de fentanyl plutôt que les augmenter. Il y a aussi l'histoire de sevrage. Tu sais, comme tous les opioïdes, il y a une accoutumance qui va se faire avec le temps. Et l'accoutumance va se faire dans le temps, mais assez rapidement. Là, on parle de 4-5 jours. Là, dès ce moment-là, il y a de l'accoutumance, puis il y a une tachyphylaxie qui peut s'installer, ce qui fait que le patient, plus il va en recevoir longtemps et plus il va avoir des doses élevées, plus le risque de sevrage iatrogénique, si on veut, est important. Ça veut dire que plus les doses sont élevées, plus ça fait longtemps qu'il y en a, plus la diminution va être lente sur une plus longue période. Ouais. Parce que si tu le fais trop vite, le patient va avoir un sevrage aux opioïdes. Là. Ça va être ça. Puis là, ça va compromettre le sevrage de la sédation analgésie. Ouais. Ça va compromettre le sevrage ventilatoire. Ce qui va faire que le patient va être intubé pas mal plus longtemps que ce qu'on veut. Fait qu'il faut le garder en tête. Ouais, puis souvent, c'est oublié, hein. On a tendance, dès qu'on extube le patient, boum, on arrête la perfusion. Puis quand on calcule les doses par jour que le patient recevait, c'est quand même... ça peut être assez important, là. Donc, ça aussi, je pense que le pharmacien peut jouer un rôle à ce niveau-là, de penser à faire un petit sevrage. Tout à fait. Puis, tu sais, un truc aussi, c'est diminuer graduellement les perfusions, mais tu sais, des fois, on est en sevrage plus graduel, puis le patient, on a réussi à l'extuber, puis il est rendu tolérant, fait qu'il n'arrêtera pas de respirer. Ce qu'on peut faire, c'est prendre des patchs, hein, tu transformes en équivalent en microgrammeur, tu mets des patchs, puis tu changes les patchs aux 3 jours. Graduel. Ça fait que ça va faire que le patient va être sevré graduellement. Fait que on s'entend, des fois, le sevrage va s'échelonner sur plus d'une semaine. Là. Ouais. Faut juste s'assurer que le patient ne parte pas à la maison avec une patch. Par contre, il faut faire un suivi sérieux. C'est ça. C'est un élément qui est souvent oublié. Puis un autre point aussi, c'est quand on fait l'évaluation de l'analgésie, puis on titre notre fentanyl. On va parler surtout du fentanyl. Mais quand on titre notre fentanyl, si on donne un bolus, puis on augmente la perfusion tout de suite, c'est là qu'on se met à très haut risque d'accumulation de tachyphylaxie. Fait que tu sais, il faut se donner du temps. Là. Le patient, c'est bien plate à dire, mais le patient, il a le droit d'avoir une douleur incisive aiguë, là, si on veut. Fait que tu sais, il a le droit de recevoir un bolus sans nécessairement qu'on ait besoin d'augmenter la perfusion. Mais si on lui donne des bolus de fentanyl réguliers, là, on peut aller jusqu'à 3 fois par heure. Si on y donne plus que 3 fois par heure, là, peut-être que ça vaut la peine d'augmenter la perfusion continue. Mais si on donne un bolus, on augmente la perfusion, on va rapidement se retrouver avec une suranalgésie qui va nous causer des problèmes, là, qui va retarder l'extubation. OK. Puis d'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas parlé beaucoup des doses. Est-ce que... à quelle dose on devrait commencer? Ben, on va parler en microgrammes kilo-heure. Habituellement, on va partir de 0,5, on pourrait monter jusqu'à 10 microgrammes kilo-heure, mais on s'entend, les opioïdes, ça n'a pas de dose limite. Mais il faut toujours viser la dose la plus faible. Tu as un patient de 70 kilos, tu y partirais à 0,5 microgrammes kilo-heure, donc tu y partirais autour de 35 microgrammes heure. Fait que, tu sais, pensez, pour un patient naïf que tu partirais des patchs, c'est quand même des bonnes doses. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'on a on a abordé quand même plusieurs éléments là, de l'analgésie aux soins intensifs. C'est certain que si vous avez des choses que vous pensez qu'on n'a pas abordées ou des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous écrire. Effectivement, on a hâte de vous entendre. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez cette balado-diffusion, merci de la partager avec vos amis et collègues qui ont un intérêt en soins critiques. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, attention à vous autres. Salut! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.